Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Grosse température à ce moment en France, à Tenerife, il fait bien chaud. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans la tournée Sparte 360, une nouvelle interview avec une nouvelle personne. C'est juste magnifique. Franchement, depuis presque un an, on a des personnes extraordinaires qui viennent dans la tournée Sparte, qui nous partagent leur histoire, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font, comment elles ont fait pour en arriver là. Et c'est parti d'une idée. Et puis aujourd'hui, c'est juste magnifique ce qui est en train de se passer avec des personnes incroyables chaque jour que l'on rencontre. Donc merci à vous, merci à mes amis qui nous suivent, qui repartagent. Donc beaucoup de gratitude pour cette richesse de parcours. Donc aujourd'hui, on va être avec Alexia qui est coach sportive, aussi qui accompagne les gens dans la nutrition et plein d'autres choses. Elle va nous partager son histoire. Donc Alexia, je crois, je viens de voir, tu m'envoies l'invitation pour nous rejoindre. Est-ce que je suis en 4G, mais ça devrait être OK. Salut Vincent, j'espère que tu vas bien. Salut à tous, salut les amis, ceux qui passent par ça. J'espère que tu vas bon. Salut Alexia. Yes, nickel. Ça va? Ça va bien et toi? Super, super. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Ouais, je t'entends. J'ai Attends. l'impression que ça bug un petit peu, des fois je te perds, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça va. Ça va? Comment c'est là? Tu me vois? Tu m'entends? Ouais, ouais, c'est bon, ça va le faire. La qualité, ça va ou pas? Sinon, je peux changer. Dis-moi. Pour le moment, ça va. Si jamais ça coupe, je te le dirai. Ok. Bon, mais écoute, Alexia, en tout cas, je suis ravi de faire ta connaissance et merci à toi d'avoir pris de ton temps pour nous partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Vraiment, je suis ravi. Donc, tu es coach sportif, c'est ça? Mais pas que, tu fais aussi plein de choses. Tu accompagnes les gens dans la nutrition, tu accompagnes les gens dans un bien-être en général. Tu es parti aussi quelques années aux États-Unis, comme tu me partageais un petit peu. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc, je te laisse nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Vas-y, c'est à toi. Plaisir. Merci déjà à toi, Jonathan, pour ton invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je regardais aussi un peu sur ton compte les interviews que tu as fait, sont très inspirants. Donc, je trouve ça super, voilà, ce que tu fais. Donc, je tenais à te le dire déjà avant de commencer. Et pour me présenter, oui, je m'appelle Alexia Cornu, j'ai 33 ans, je suis coach sportif de formation. Donc pour la petite histoire, je fais du sport depuis que j'ai 6 ans, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé par l'équitation et puis l'athlétisme à 8 ans. Et donc j'étais sportive en athlétisme sur les épreuves combinées, donc l'heptathlon, avec spécialité, c'était le saut en hauteur et le 400 mètres et. Yes. Et donc voilà, du coup, j'ai commencé comme ça à mettre un pied dans le sport. Et puis, bah, voilà, j'ai continué ma carrière d'athlète au fur et à mesure des années. J'étais très investie aussi dans les associations dans lesquelles je pratiquais. Et puis, c'est naturellement, en fait, que je me suis dirigée vers des études dans le sport. Donc, je passais mon bac scientifique et ensuite, je suis partie à l'université en fac de sport. Je fais STAPS à Poitiers, en France. Et j'ai adoré ces années-là. Tout ce que j'y ai appris, vraiment de comprendre en fait tout ce que j'ai expérimenté dans ma chair depuis des années en tant qu'athlète, de pouvoir mettre des sciences derrière, tout ce qui était neurologie, physiologie, anatomie, les études du mouvement, comment notre corps, cette belle machine, comment fonctionne. Je me suis vraiment passionnée pour ça. Et puis après, pour la partie professionnelle, en fait, tout s'est fait très naturellement entre ma deuxième et ma troisième année de fac. J'ai discuté en terrasse, place Plumereau à Tours, avec un ami qui venait de créer son statut auto-entrepreneur, parce qu'il était photographe, un de mes meilleurs amis. Et puis on discute, et puis il me parle de ce statut auto-entrepreneur, comme ça. Et je me dis, bah tiens, ça pourrait peut-être être pas mal pour moi parce que je projetais de faire mon mémoire de troisième année sur justement l'évolution corporelle des femmes avec un coaching, nutrition, sport et bien-être. Et donc, c'était le sujet du mémoire que j'avais choisi de faire pendant ma troisième année de licence. Et je me suis dit, bah, en fait, le statut auto-entrepreneur pourrait me permettre de trouver ses premières clientes, entre guillemets, et ensuite de m'en servir du coup pour faire mon mémoire. Donc, du coup, je suis allée demander ma carte professionnelle avec
mon DUG, qui ne se donnait plus à l'époque. Mais du coup, ils m'ont donné ce qui m'a permis de pouvoir créer un statut auto-entrepreneur. Et donc, je me suis lancée comme ça sur ma 3e année de fac avec déjà cette fibre entrepreneuriale. Et puis, l'envie du coup d'aider les femmes à se sentir mieux. Ce qui est génial, c'est que j'avais mes profs autour de moi pendant cette 3e année et j'ai pu en fait créer ma méthode avec les outils et les feedbacks de mes profs d'anatomie, de nutrition, de physio, etc. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, quand j'ai terminé ma licence, j'ai vu en fait la transformation des personnes que j'ai suivies, tous les outils que j'ai pu tester sur elles, ce qui fonctionnait pas, les feedbacks, on prenait des mesures, etc. très régulièrement pour voir comment est-ce qu'elles se sentaient, donc des mesures physiques, mais aussi des tests physiques et aussi des mesures avec des questionnaires psychologiques pour voir l'impact sur leur bien-être, sur leur estime d'elles, etc. Et donc, ce qui fait que, en fait, j'ai terminé ma licence avec déjà un beau projet, une méthode qui m'allait bien, que j'avais construit par rapport à moi, mes envies et la façon dont j'avais envie d'aider les gens. Je suis retournée à Tours après cette licence et puis en fait ce qui s'est passé c'est que vu que j'étais déjà dans le milieu du sport, j'ai eu tous mes kinés, médecins du sport, ostéos qui m'ont énormément soutenue dans ma démarche parce que on parle de ça, c'était il y a 12 ans à Tours. Coach sportif, alors moi mon projet c'était de bosser à domicile parce qu'en fait j'ai jamais été dans les salles de sport et j'ai jamais fait de fitness en salle de sport et c'est pas mon truc. Je m'y sens pas à l'aise, je me sens pas à l'aise dans une salle de sport moi. Et du coup, je me sentais encore moins de travailler dans une salle de sport. J'avais envie vraiment de le faire à ma façon. Voilà, je suis un peu comme ça, un peu bornée. Et donc, grâce à ce statut d'entrepreneur et aux kinés qui me soutenaient, mais tous les médecins du sport qui me connaissaient, ils m'ont envoyé des gens en me disant, bah voilà, tiens, je t'envoie telle personne parce qu'elle vient pour telle pathologie, mais elle aurait besoin que tu l'aides sur ça, ça, ça. Et ce qui fait que j'ai pu peaufiner ma méthode avec des médecins et des kinés. Donc, ce qui était génial, c'est que j'ai pu aussi énormément échanger, parce qu'on va pas se mentir, hein, quand tu sors d'une année de licence, même si tu as le contenu théorique, la pratique est hyper importante. Et donc, grâce à ces personnes-là, grâce à ces kinés, ces médecins du sport qui m'accompagnaient, moi, j'ai pu vraiment prendre des bonnes pratiques, me renseigner. Et puis, vu que je faisais que du coaching à domicile, chaque personne avait des problématiques très différentes, des pathologies très différentes. Et à chaque fois, je suis tellement curieuse que j'étais là, ok, je veux savoir c'est quoi cette pathologie, qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne-là. Et donc après, je retournais voir les médecins, je dis, ok, j'ai une cliente qui a ça, 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 comment je la traite, comment je l'aide. Et donc en fait, ce qui m'a permis d'acquérir énormément de compétences sur le terrain grâce à cette personnalisation. Et donc, en parallèle de ce business-là qui a commencé du coup tout de suite après ma licence, j'ai aussi eu la chance d'avoir mon club d'athlétisme de l'époque qui me dit écoute Alexia, nous on aimerait bien que tu viennes filer un coup de main en tant qu'entraîneur sur les épreuves combes. Et donc du coup ils m'ont proposé en fait de bosser, c'était une vingtaine d'heures. Et moi je dis mais génial parce qu'en fait avec le 20 heures qu'ils m'ont proposé, en plus ils étaient incroyables parce que j'ai du mal à bosser pour des gens et j'ai jamais vraiment bossé pour un patron quoi. Et ils m'ont totalement fait confiance. Je sortais de l'école et ils m'ont laissé vraiment m'exprimer dans le sport, enfin dans le club, etc. Trouver ma place de coach. Et donc j'avais pendant 4 ans, j'avais du coup ce job où je coachais des athlètes et puis j'avais mon business de coach à domicile qui se développait. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé pendant mes 4 premières années professionnelles. Vu que mon côté sport-santé fonctionnait très bien en coaching à domicile et que c'était un peu à la mode aussi à l'époque avec Coach Athlé Santé, la marche nordique, mon club m'a aussi demandé de basculer sur ce créneau-là. Donc, au sein de mon club d'athlétisme, j'ai créé une section sport-santé, du coup, où je proposais des sorties marche nordique, des week-ends, sport bien-être et puis une section du coup coach athlé santé. Donc voilà, du coup, ça c'était un peu mon parcours en France. Et alors là, tu vas te foutre de moi, mais donc j'arrivais à 25 ans. Avec le recul maintenant, je me dis, mon Dieu. Et j'arrivais à 25 ans et j'étais là, oh, au secours, genre je vais avoir 25 ans et ma vie va beaucoup trop dans une seule direction. Genre le business coaching à domicile va très très bien, ça c'est cool. Le club, ça se passe super bien. Enfin, tout va bien. Genre même dans ma vie perso, tout allait bien.
Et je pense que je me suis dit, c'est quoi le prochain challenge, quoi? Parce que là, j'ai besoin de ça, en fait. Je fonctionne au challenge. Et du coup, j'étais là, bon, bah, j'avais une idée en tête depuis très longtemps, un rêve, qui était de vivre aux États-Unis, de travailler aux États-Unis, de faire une expérience aux États-Unis. J'avais déjà essayé, tenter un peu ma chance quand j'étais à la fac. J'avais envie d'utiliser mon statut de sportive pour pouvoir avoir un scholarship pour pouvoir étudier aux États-Unis. Ça ne s'est malheureusement pas fait. Pour X raisons. Et donc là, je me dis, c'est revenu un peu, tu vois, effet boomerang. Genre, j'avais enfoui ça quelque part. Je m'étais mis la tête dans le guidon sur mes études, sur la création de mon activité. Et puis, c'est revenu. Et là, je me dis, OK, quelles sont mes options aujourd'hui pour pouvoir réaliser ce rêve d'aller aux États-Unis? Et donc, bon, option 1, c'est d'épouser un Américain. C'était pas trop dans mes plans. Option numéro 2, c'est de m'auto-financer un visa. J'avais clairement pas les sous. Après, c'est de se faire embaucher, mais clairement, ils embauchent pas des coachs sportifs. Enfin, je veux dire, ils ont carrément tout ce qu'il faut. Et puis, bah, il y avait une autre option qui s'appelle la loterie. Carte verte à la loterie, qui pour moi était quelque chose de... C'est vrai ou c'est pas vrai? Genre, ça existe ce truc, genre vraiment, ils donnent vraiment des cartes vertes à la loterie. Et, Faux. exact. Donc voilà, du coup, j'étais un peu, mais bon, rien à perdre, comme d'hab, hein. Moi, je suis comme ça, j'ai tendance à frapper à toutes les portes, après on voit celle qui s'ouvre. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, allez, on tente, c'est gratuit. Donc, bah, j'ai rempli mon dossier. Ça prend pas longtemps, c'est gratuit. Et puis, le dossier, il se remplit tous les ans entre octobre et novembre. Il y a une fenêtre de 30 jours. Et après, il faut attendre jusqu'à mai pour avoir une réponse. Donc je remplis mon dossier et puis bah, les mois passent, donc on n'y pense pas trop. Puis bon, j'en ai quand même parlé un peu à mes clientes, j'avais parlé un peu à mes amis et tout ça, et je me rappelle exactement le 1er mai, j'étais avec ma dernière cliente, 20h30, heure française, et qui me dit, mais Alexia, c'est pas aujourd'hui les résultats de la loterie? Et je dis, ah, j'ai complètement oublié. Effectivement, c'est aujourd'hui. Et donc, je rentre chez moi juste après. Et là, je me mets derrière mon écran. Et puis, je me connecte avec mon numéro d'identification. Et puis, bah, rien, parce qu'en fait, avec le décalage horaire, c'était pas encore sorti. Puis, bah, là, cette soirée-là, bah, toutes les 10 minutes, j'actualisais la page, j'actualisais la page, j'actualisais la page. Et puis là, bah, il y a un moment, là, ça actualise. Et puis, bah, tu vois un document officiel qui apparaît en anglais. Je parlais pas anglais. Donc, je comprends rien de ce qui est écrit sur ce document. Et je me dis, putain, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, mais je suis pas sûre parce que je comprends pas tout, mais je crois que c'est bon. Et effectivement, j'ai été tirée au sort de ce alors le tirage au sort, c'est pas t'as la green card, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, mais t'es tiré au sort et t'as la possibilité de faire le process pour l'obtenir. Donc ça te donne une chance d'aller. Il faut savoir que l'année où j'ai été tirée au sort, ils en tiraient 125 000 et qu'à la fin, ils en donnent que 50 000. Mais bon, j'ai été dans les 125 000 sur 13 millions. Donc déjà un petit peu de chance. Ouais. Voilà. Et donc du coup, bah, j'ai continué le process. Ça a pris 1 an et demi quasiment, hein, entre le moment où j'ai appliqué et le moment où vraiment je l'ai eu. Donc beaucoup de documents à donner, etc. Un projet à monter. Entre-temps, j'ai quand même pris des cours d'anglais parce qu'il y avait un entretien à l'ambassade américaine pour expliquer le projet. Donc je me suis vraiment fait. Voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et puis bah, il y a eu ce fameux jour avec l'entretien à l'ambassade qui était la dernière étape. Et puis, bah, voilà, où ils gardent mon passeport et où ils me disent, bah, c'est bon, vous allez avoir le visa, quoi. Et là, c'est waouh, parce que en fait, c'est ok, là, tu prends un virage dans ta vie, vraiment. Et ça fait extrêmement peur. Et d'un autre côté, c'était un rêve. Et puis, enfin, du coup, t'es un peu mélangé. Et puis, franchement, tu sors de l'ambassade et je me revois, je me suis assise sur un banc en face de l'ambassade américaine à Paris avec mon téléphone et je dis j'appelle qui? J'appelle qui en fait? Parce que tous les gens que j'aime vont être super contents mais super tristes en vrai. Parce que du coup, ça veut dire tu pars, tu vois. Et donc, bref, ça s'est fait. Je suis allée au bout de ce rêve, je suis allée au bout de ce projet. J'ai débarqué aux États-Unis sans parler anglais. Avec très peu d'argent au final, avec le recul, je me dis mais qu'est-ce que t'étais folle. C'est là où tu te dis bon 25 ans c'est cool parce que tu te rends pas compte, t'es encore très naïve.
Et je suis arrivée, j'ai choisi la Californie, la Silicon Valley, parce que j'étais extrêmement inspirée par Steve Jobs et par la tech. C'était vraiment Google, Facebook et tout. C'était Apple, c'était vraiment un univers qui me fascinait. J'étais attirée, j'avais envie d'en savoir plus, de savoir pourquoi est-ce que tous les entrepreneurs vont là-bas, qu'est-ce qu'il y a de si spécial au final là-bas. J'avais envie de ressentir ça vraiment. Et donc, j'ai choisi cette destination-là, ce qui était, avec le recul, très bien dans le sens où j'ai vraiment trouvé l'inspiration. J'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires. J'ai vraiment vécu une expérience de fou et ça m'a vraiment, au niveau mindset, San Francisco, la Silicon Valley, le côté aussi hippie, le côté ouverture d'esprit, m'a vraiment fait grandir, voilà, énormément. Et puis, avec le recul, tu te dis, tu as quand même choisi l'endroit qui était le plus cher, tu t'es pas ménagé, quoi. Donc c'était très challengeant. Je suis arrivée, je pensais que je pouvais tenir 6 mois facile. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que je pouvais tenir 3 mois grand maximum. Et 3 mois sans prendre d'assurance santé, enfin vraiment voilà, en vivant chez l'habitant, etc., quoi. Donc, bah écoute, ça m'a motivée encore plus. Je me dis, cool, tu voulais du challenge, il est là. Il est là le challenge. Donc, Je comprends. ouais. Donc du coup, bah, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses et puis bah, je l'ai fait. J'ai trouvé des clients très rapidement. Je me suis mise à l'anglais sur le tas. J'ai pas pris de cours, hein, en fait. J'allais à des networking et je parlais. Il y a l'avantage, c'est qu'il y a une grosse communauté française dans la Silicon Valley. Donc, j'ai dû commencer rapidement avec des clients francophones, puis petit à petit me faire ma clientèle américaine. Et puis ça a marché en fait. Au bout de 3 mois, j'étais à l'équilibre. Je faisais autant de rentrées d'argent que les dépenses dont j'avais besoin pour vivre. Et puis au bout de 6 mois, 6 mois, je faisais de l'argent. Donc c'était une expérience incroyable. Bon, après, il faut aussi dire qu'au bout d'1 an, j'ai fait un burn-out parce que voilà, je me suis pas ménagée. Mais expérience incroyable et j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher en termes de challenge. Donc ça, c'était vraiment génial. Donc voilà, en gros, comment je me suis retrouvée là-bas. J'ai fait 7 ans là-bas au final. Donc Wow. ouais, donc bah voilà, la première année et demie, elle était très compliquée sur tous les plans, émotionnels et physiques. Enfin, surtout, ça a été vraiment très euh, enfin voilà, la violence sur le corps à la hauteur du challenge en fait, vraiment. Et du coup, ça m'a appris tellement sur moi, donc c'était vraiment formidable par rapport à ça. Et puis après, au bout d'un moment, bah voilà, après j'ai trouvé un rythme, j'ai trouvé une routine, j'ai commencé à pouvoir aussi bah, choisir ce que j'aimais faire. Donc j'étais principalement coach à domicile là-bas. Et puis j'ai retrouvé aussi, alors pas un club d'athlétisme parce que là-bas ça fonctionne pas par club, mais j'ai réussi à me faire embaucher dans une high school et donc à entraîner à un niveau bah, au niveau de la Californie, un bon niveau, du coup, une équipe en athlétisme. Et donc ça, c'était génial parce que bah, je suis arrivée un peu tard pour avoir tout le côté université, tu vois, le côté un peu balle de promo, tout ça qui me faisait aussi rêver forcément. Et au final, je l'ai vécu à travers les gamins que j'entraînais, qui avaient du coup entre 15 et 18 ans à peu près. Et donc c'était génial parce qu'ils m'ont fait énormément progresser en anglais parce que pour le coup c'est des ados donc ils me ménageaient pas. Et d'un autre côté ils étaient super choux, super fiers de moi en fait parce qu'ils m'ont vu arriver. J'ai commencé à bosser avec eux, ça faisait 4 mois que j'étais aux États-Unis donc je ne parlais pas anglais et je les ai entraînés pendant 4 ans. Donc moi je les ai vus grandir, je les ai fait progresser, ils m'ont fait progresser aussi. On a vraiment créé des liens incroyables aussi avec ces jeunes-là et je suis toujours en contact avec eux aujourd'hui donc c'est trop bien. Et donc, ça me faisait un bien fou aussi de me retrouver sur les stades là-bas, tu vois, parce que tu retrouves en fait. Alors, c'est complètement différent l'ambiance, le fonctionnement, mais de me retrouver sur les stades et voilà, de revivre ça avec eux, c'était génial. Et donc, ça me permettait aussi, ça me faisait un peu, tu vois, mon échappatoire par rapport au côté business où c'est vraiment, j'essayais vraiment de construire mon business de coaching à domicile, etc. Et puis en parallèle, j'avais ces moments hors du temps. Je me retrouvais des après-midi entières sur les stades à déconnecter, à être juste dans l'instant présent avec eux. Et donc ça, c'était vraiment super aussi.
Donc, j'ai eu ces deux casquettes-là. Et puis, bon, au bout de 4 ans, bah, ceux avec qui j'avais commencé, parce que le lycée, là-bas, ça dure 4 ans. Donc, ceux avec qui j'ai commencé partaient à l'université. Et je me suis dit, et commençais à manquer de temps par rapport au développement de mon business. Et donc, j'ai arrêté à ce moment-là. Et puis voilà, après, j'ai continué de développer mon coaching à domicile. Et puis, Covid est arrivé. Quand Covid est arrivé, je t'avoue que j'étais à un moment où je me posais énormément de questions sur c'est quoi la suite. Parce que je me levais à 5h du mat, à 5h30, j'étais dans la voiture, à 6h, j'étais chez les clients, je rentrais chez moi à 20h le soir. Je bossais les week-ends et je commençais à me dire, ok, c'est cool. Genre là, tu as atteint tes limites. J'aime bien, moi, toujours aller chercher jusqu'où je peux aller. Donc, je dis, ok, là, t'es un peu à la limite. C'est quoi le next step? Alors, les gens me disaient, oui, t'as qu'à augmenter tes tarifs. Et j'étais pas du tout alignée avec ça. Je cherchais vraiment un autre moyen de continuer d'aider un maximum de personnes, continuer, moi, à y trouver du fun, à me challenger. En pouvant mettre toutes mes connaissances au service du coup des gens qui en ont besoin. Et je me questionnais pas mal, je commençais à réfléchir, à mettre en place des ateliers. D'ailleurs, j'en ai mis quelques-uns en place, des ateliers, tu vois, pour sensibiliser les gens à l'importance du sport, de la nutrition, etc. Et puis, Covid est arrivé à ce moment-là. Et là, je me suis retrouvée du jour au lendemain, je passais 4 heures par jour dans ma voiture, pour te dire. Donc déjà, je récupère 4 heures par jour de temps. Ensuite, j'ai quand même à peu près une baisse de 40% de mon activité parce qu'il y a des personnes qui étaient très stressées, qui voulaient pas forcément continuer en ligne pour diverses raisons. Soit elles ne tentaient pas de faire par Zoom, soit elles étaient complètement stressées par toute la situation et elles auraient dû faire plus de sport, mais voilà, elles n'ont pas voulu, etc. Au final, je me suis retrouvée, moi qui bossais, qui faisais des journées de 12-14 heures, je me suis retrouvée à faire des journées de 6 heures. Et je me suis dit, il y a plein de temps là, c'est cool. Et en fait, j'ai tout de suite réutilisé ce temps immédiatement pour me former sur tout ce qui était digital marketing, business en ligne, Instagram, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il y a quoi derrière? C'est quoi? Parce que forcément, j'ai des potes qui bossent chez Google, Facebook, LinkedIn et tout ça. Et du coup, j'avais déjà un peu cette vision back-office. Mais là, j'étais là, genre, ok, c'est quoi vraiment comment ça fonctionne concrètement. Et donc, je me suis formée et j'ai commencé à essayer des petites choses, à interagir avec la communauté, à faire des cours gratuits sur Zoom, comme tous les coachs ont fait pendant le confinement, et à essayer de commencer à animer une communauté. Et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que vu que moi, ma formation est plutôt du one-on-one et pas du tout une formation de salle de sport, mes cours en ligne sur Zoom étaient très différents avec tout ce que les gens pouvaient trouver sur des cours de salle de sport. Parce qu'en fait, je faisais mes cours en ligne sur Zoom comme si j'étais avec la cliente. Et donc, en fait, j'expliquais différemment, j'avais mes mots, ma pédagogie, ma méthode, etc. Par rapport à tout ça, ce qui fait que les gens ont tout de suite bien accroché. Et du coup, m'ont dit, mais c'est trop bien, genre, on en veut plus. Et donc, j'étais là, donc faut que je mette en place un site internet, faut que je mette en place une plateforme, faut que je mette en place un abonnement. Et donc, du coup, voilà, j'ai tout mis en place. J'ai créé un site internet, j'ai créé des programmes. Et puis, j'ai continué aussi de créer beaucoup de contenu gratuit sur Instagram pour partager aussi un maximum de conseils et donner ma vision aussi du bien-être, du sport, de la nutrition, mon approche qui est holistique et qui est beaucoup axée sur la bienveillance et l'anti-désinformation. J'essaye vraiment d'éduquer finalement les gens sur quels sont les besoins de leur corps et non pas le dernier truc débile à la mode, la dernière pilule magique ou le dernier régime où il faut arrêter de manger des glucides alors que le corps se nourrit de glucides. Enfin, bref, j'étais assez révoltée et je me suis dit, au lieu d'être révolté dans ton coin à dire ce que je vois sur les réseaux sociaux, les influenceurs, ça me plaît pas, je dis en fait, fais-le quoi. Au lieu de dire je suis pas alignée avec ce que je vois sur Instagram, ok, propose ton alternative, Alexia, en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé mon alternative et ma méthode et mon Instagram, comment moi je le vois, avec voilà, ma communauté. Et je suis super chanceuse parce que j'ai une communauté qui est incroyable, avec des nanas qui sont hyper alignées avec mes valeurs,
que ce soit ma communauté Instagram ou les membres de mes programmes. Je me régale, parce que j'ai des gens qui ont compris mon message et quand elles arrivent sur mes programmes, les filles, elles sont prêtes à prendre soin d'elles, en fait. Elles sont pas là pour me dire, Alexia, comment je perds du ventre ou machin. C'est vraiment, j'ai envie d'en apprendre plus sur moi. J'ai envie de comprendre comment mon corps fonctionne. J'ai envie d'aller mieux et j'ai bien compris que ça passera pas par un régime. Et donc, bah, c'est l'éclat total parce que j'ai complètement transformé ma façon d'aider les gens et ma façon de travailler. Alors que, au final, c'est toujours moi et c'est toujours ma méthode. Et j'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Et au final, je peux aider encore plus de personnes que ce que j'aurais pu imaginer aider en one-on-one, en fait. Avec, Yes. avec des résultats qui sont incroyables parce que j'étais la première à ne pas trop y croire, en fait. Si le Covid m'avait pas forcé à faire ce move, je pense pas que je l'aurais fait. Je pense pas que je l'aurais fait parce que j'y croyais pas trop. Pourtant, j'ai des copines qui étaient sur YouTube, etc., qui faisaient déjà ça et ça marchait bien pour elles. Donc, je savais que le business model, il fonctionnait. Mais moi, j'étais pas persuadée, j'étais pas convaincue que ça marcherait et que je pourrais créer cette relation à laquelle je tiens tellement en one-on-one. Eh bien, j'étais pas sûre du coup de pouvoir la créer ça avec l'écran. Et en fait, bah, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Je me suis lancée et j'ai eu des relations incroyables avec les membres de ma communauté où au final, bah, c'est limite encore mieux qu'en one-on-one parce que je suis plus accessible. Tu vois, le one-on-one, c'est bah ok, tu passes 1 heure avec eux physiquement, mais après, bah, t'es moins là, quoi. T'es avec d'autres personnes. Alors qu'en ligne, je suis tout le temps là. Je suis tout le temps là pour elles, je suis tout le temps là tu vois, pour leur faire des petits rappels, des petits trucs, repartager des petits tips, etc. Donc, ça permet vraiment de créer une relation quand même très proche avec la communauté. Donc, donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, bah, ouais, après, le business grossit. Donc, c'est pareil, c'est dingue. C'est-à-dire que bah, je suis partie vraiment où je me sentais très entrepreneur pendant les 12 premières années de ma carrière. Et là, depuis janvier, bah, j'ai l'impression d'avoir franchi un cap de chef d'entreprise. J'ai 8 personnes maintenant qui bossent dans mon équipe. Et c'est vraiment, c'est ouf. En fait, c'est juste ouf. Parce que c'est l'éclate. J'apprends tous les jours sur moi, j'apprends tous les jours sur les autres, j'aide énormément de personnes et j'ai réussi, malgré ça, à garder ce lien, en fait, où j'arrive à répondre à tout le monde, à être là pour tous mes membres. Donc, bonheur, Bravo. bonheur. Bravo Alexia. Franchement, ton histoire est super inspirante. Félicitations. C'est top et bravo pour tous les gens que tu aides, que tu accompagnes depuis toutes ces années. Et ça se sent que tu le fais avec ton cœur. Moi, que tu es vraiment passionné d'aider chacun. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc vraiment bravo. Euh, Ton histoire, elle résonne énormément en moi parce que on a un parcours assez similaire. Et c'est pour ça que je t'ai bien écouté aussi attentivement. Et c'est très très intéressant, vraiment très intéressant. Je vais te poser aussi quelques questions justement par rapport à tout ton parcours. Donc désolé, j'ai un peu mal à la gorge, je te l'ai dit, mais ça va le faire. Euh, Premièrement, c'est fou parce que depuis toute petite quelque part, tu es sportive. Qu'est-ce qui t'animait déjà dans le sport? Qu'est-ce que ça t'apportait déjà le sport pour toi? Euh, je pense que j'avais besoin de canaliser mon énergie. Comme tu vois, j'ai énormément d'énergie et le sport me permettait physiquement de pouvoir me canaliser sur l'aspect physique et après sur l'aspect émotionnel. Le sport, enfin, c'est pas à toi que je vais le dire, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est une école de la vie. On est en compétition avec soi-même avant d'être en compétition avec les autres. Et donc cette remise en question permanente, ce côté où il y a du challenge, on a beaucoup plus d'échecs que de réussites au final. Et ça a vraiment, je pense que à la base, il y a un tempérament qui est là, et ça, je peux pas te l'expliquer parce qu'on a tous nos tempéraments. Et c'est vrai que le sport m'a parlé par rapport au ce côté challenge et à ce côté remise en question,
Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je me suis même pas posé la question d'être entrepreneur ou pas, en fait. Ça a été une évidence. Aussi pour la même raison, côté euh, remise en question et challenge permanent. Bon, j'étais aussi très têtue de base, petite, et donc je pense que c'était aussi plus simple finalement de faire à ma méthode, mais têtue, mais très consciente qu'on apprend davantage par les échecs que par les réussites. Et donc, pour moi, chaque échec, j'en ai eu des tonnes. Hein. Là, je te raconte l'histoire, c'est plein de paillettes et ça fait rêver, mais Je bon, je vais comprends. parler rapidement du burn-out et tout ça, mais bon, il y a eu une tonne d'échecs, bien sûr, beaucoup plus d'échecs que de réussites, comme dans le sport. Et je trouve que voilà, le sport me canalise, m'apaise, me nourrit aussi, psychologiquement et physiquement. C'est voilà, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé, sans chercher au final, parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'y ont mis très jeune. Et je pense qu'ils ont compris très vite que ce serait essentiel par rapport à mon tempérament et par rapport ouais, à mes besoins en fait. Donc ça, c'est cool. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'emmenaient au parc tout le temps. Voilà, mon papa finissait tôt, il commençait très tôt, mais il finissait très tôt. Donc du coup, il nous récupérait à l'école, il nous emmenait jouer au parc. Donc il nous emmenait à la piscine, j'ai appris à nager très tôt, j'ai appris à faire du vélo très tôt, etc. Le club d'athlétisme, j'habitais en face d'un stade. Donc du coup, avec ma maman, on allait courir quand j'étais petite, etc. Donc voilà, je pense que ils m'ont mis dedans alors que c'est des personnes qui sont actives, mais c'était pas des sportifs, tu vois. Mes parents sont très actifs physiquement, mais c'était pas tu vois, des sportifs de haut niveau ou des gens qui baignaient dans le milieu associatif ou sportif. Mais par contre, voilà, ils m'ont vraiment permis de m'exprimer sur ces domaines-là. Magnifique, magnifique. Encore une fois, d'où le fait quand tu as des enfants aussi de leur apporter ça, ce moyen d'expression, ce que ça leur permet, c'est juste incroyable. Euh, Quelle est là où les plus grandes peurs auxquelles tu as dû faire face? Tu as quel âge aujourd'hui, Alexis? Donc aujourd'hui, j'ai 33 ans. 33 ans, Mm. excellent. Donc, quelles sont les peurs de tout ton parcours de ces plus de 30 années auxquelles tu as dû faire face et comment tu as fait pour y faire face? Que ça soit au niveau sportif, que ça soit au niveau entrepreneurial, que ça soit partir à l'autre bout du monde, que ça soit peut-être connaître un échec. Ouais. Euh, je pense que mes peurs, et j'ai beaucoup travaillé dessus au fur et à mesure des années, mais j'avais extrêmement peur du jugement. Euh, je voulais plaire à tout le monde, clairement. Et j'ai fait un énorme travail là-dessus. Parce que quand tu veux plaire à tout le monde, je pense qu'au bout d'un moment, tu te perds. Et Hmm. au final, je me suis dit déjà, essaye de te plaire à toi-même. Ce sera déjà bien. Et donc maintenant, voilà, je fais les choses pour être alignée avec moi et faire ce qui me plaît. Euh, donc la peur du jugement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivie. La peur de l'échec, je pense que oui, toujours. Enfin, tout le monde l'a, bien sûr. Après, par contre, c'est pas une peur qui me paralyse, tu vois. Bien sûr, quand je pars sur un projet, j'ai peur d'échouer. Quand je me lance dans une nouvelle formation, tu vois, quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait des formations en anglais sur tout ce qui est plancher pelvien, abdominaux périnée, etc. Et c'est vrai que bah, du coup, c'était un niveau de technicité qui était assez élevé et j'avais peur au final de ne pas avoir, tu vois, il y avait un examen à la fin et tout. Et tu vois, j'ai peur pour, voilà. Après, je me rends compte aussi que c'est beaucoup l'ego qui parle et que finalement, cette peur de l'échec est très liée à mon ego. Et que Hmm. je pense que c'est surtout ça, parce qu'après, à partir du moment où je me suis donné à chaque fois les moyens de faire les choses bien, ça a toujours fonctionné. Et donc voilà, je pense que par rapport à la peur de l'échec, ça, après, je m'étais mis. Le burn-out, ça venait du fait que j'avais peur de décevoir mes proches. Tu vois, en fait, mais c'est moi toute seule. C'est-à-dire que quand je les ai quittés pour partir à l'étranger, je me suis dit, tu quittes quand même un job, enfin deux jobs incroyables, parce que j'avais mon job de. Pour la petite anecdote, il y a quand même deux full-time qui m'ont remplacé quand je suis partie de France. Il y a une personne qui a pris à plein temps mes cours de coaching individuel qui représentaient 35 heures par semaine. Et j'ai une personne qui a pris mon job full-time au club qui représentait une trentaine d'heures par semaine aussi, tu vois. Et donc, je me dis, je laisse deux jobs.
qui marche super bien, avec des gens qui m'ont fait confiance, tu vois, des gens qui m'ont tendu la main quand je me suis lancée, donc avec qui, enfin, pour qui j'avais énormément de reconnaissance. Puis mes parents, ma famille, mes amis, enfin, voilà, pour partir, parce que Alors, lui, c'était pas son projet, voilà, il était pas ok pour me suivre dans ce rêve-là, donc je l'ai quitté aussi. Et donc je me dis, ok, tu laisses gros, tu laisses vraiment gros, et tu ne sais absolument pas ce que tu vas retrouver. Et, et donc, je pense que le burn-out, je l'ai fait parce que je m'étais mis la pression de je ne peux pas échouer parce que je ne peux pas les décevoir. Genre, ils étaient trop importants pour moi, ça m'a fait trop mal au cœur de les laisser. Et c'est obligé, ils doivent être fiers de moi en fait. Il y a pas de plan B. Il y a pas, voilà, là-dessus c'était. Alors que c'est complètement débile parce qu'ils étaient de toute façon fiers de moi quoi qu'il arrive, que j'y arrive ou que j'y arrive pas. Ils étaient, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a menée au burn-out parce que je me suis mis cette pression-là de parce que j'avais conscience à quel point j'ai laissé gros derrière moi. Et bon, après, voilà, l'histoire est belle, donc j'ai bien fait de le faire, bien sûr. Mais c'est vrai que c'était une grosse crainte. J'ai eu peur quand je me suis lancée en ligne aussi. Enfin, oui, j'ai plein de peurs. Après, les peurs ne me stoppent pas et ne me paralysent pas. Je relativise aussi énormément et je pense que le sport m'a apporté ça. Hein. C'est de me dire qu'en fait, toutes les émotions que je ressens sont normales et que je suis pas la seule à les ressentir. Et qu'à un moment, ce qui fait la différence au final entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui passent à l'action. Parce qu'en fait, les craintes, on les a tous. Et après, ce qui fait la différence, c'est de passer à l'action et de faire au final. Donc, et puis, je m'inspire bravo. de gens justement, tu vois. J'essaye de regarder. Je regarde, il y a énormément de gens qui m'inspirent et donc j'essaye vraiment de me mettre dans leur peau aussi, de me dire, ok, alors si eux ils ont réussi à faire ça, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas, et d'essayer de me mettre avec leur mindset, qu'est-ce qu'ils se disent tous les matins, quand ça va pas, qu'est-ce qu'ils se disent, c'est quoi leur mantra, etc. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui m'inspiraient énormément. Mais des fois, même des gens que je connais pas, mais qui m'inspirent, et je fantasme un peu sur qu'est-ce qu'ils se disent, etc. Tu vois, je me crée une histoire, mais ça m'aide moi, du coup, à avancer. C'est excellent ce que tu partages. C'est très, très intéressant et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs, bon, qui sont généralement les deux, parce qu'il y a déjà toute une éducation qui se sont créés eux-mêmes via leur parcours. Et ce qui fait que ces gens sont déjà prêts. C'est-à-dire que, comme tu disais aussi tout à l'heure, si tu prends quelqu'un qui n'a pas cette psychologie-là de se remettre en question, de sans cesse essayer de voir comment je peux mieux faire, comment je peux me développer, comment je peux mieux me conditionner pour mieux être pour moi et pour réussir, c'est compliqué en fait. Alors que si déjà tu travailles avec des gens comme ça, c'est juste exceptionnel. Donc bravo à toi pour tout ce que tu as développé. Je vais te poser une ou deux petites questions, après je te laisserai tranquille. Bien sûr, avec plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, Alexia, donc déjà tu es en France ou tu es toujours aux États-Unis? Alors, depuis le mois de novembre, je suis au Portugal, à Lisbonne. Voilà. Excellent, Donc, magnifique. je me suis Excellent. rapprochée, mais je voulais rester dans un univers d'expat parce que c'est quelque chose qui me nourrit énormément d'être dans une autre culture. Et donc, j'avais vraiment ce besoin de rester dans un univers international. Et Lisbonne, pour ça, c'est clairement le bon choix. Je connaissais très peu la ville quand je suis arrivée. J'ai débarqué un peu comme une fleur en mode on verra. Et puis en fait, je vois que j'ai bien fait parce que c'est vraiment un bel endroit, beau melting pot multiculturel, beaucoup d'entrepreneurs et une énergie très bienveillante et très positive qui fait du bien aussi. Yes, magnifique. Je comprends tout à fait. Moi, je suis à Tenerife, donc je comprends tout à fait. Et donc, tu es là-bas maintenant. OK. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as... Donc, tu as des enfants? Pas d'enfants? Non, je suis pas Oui, pas d'enfant. d'enfants. Oui, Ouais.
Pas D'accord. d'enfant, pas de Magnifique. boyfriend, genre voilà, c'est. Ok. Alors, fond sur le live et la business. Magnifique. Qu'est-ce que toi tu vois pour la suite du coup, pour toi peut-être personnellement ou au niveau professionnel, de quoi tu as envie aujourd'hui? Euh, j'ai clairement une vision de mon business sur plusieurs années. Donc je sais exactement où est-ce que j'ai envie d'emmener les gens. Je veux continuer à partager mon univers. Je veux continuer à avoir cette démarche éducative et bienveillante. Aujourd'hui, c'est 100% en ligne. Ce que je propose, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai pu bouger à Lisbonne et c'est la raison pour laquelle je reprends pas de. On me demande souvent si je peux reprendre des cours en personne parce qu'il y a des personnes qui me contactent pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai besoin de cette liberté retrouvée entre guillemets grâce au Covid et que je me suis créée grâce à mon business en ligne. Et donc, pour le moment, c'est 100% en ligne et c'est parce que c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Et donc j'ai appris à dire non aux autres pour me dire oui à moi-même aussi par rapport à ça. Ce qui a été un gros travail Hmm. aussi. et, euh, et donc maintenant, ma vision, c'est vraiment déjà de continuer de pouvoir faire ce que je fais là aujourd'hui avec la plateforme. Il y a un potentiel énorme par rapport au programme que je propose. Je pense que je peux aider encore énormément, énormément de monde. Donc, c'est de continuer de le faire et de le faire bien. Donc, moi, de déléguer un maximum toute la partie qui n'est pas, où il n'y a pas besoin que ce soit moi. Donc vraiment, il y a énormément, on ne se rend pas compte en général parce qu'on ne voit que quand je suis en live avec les gens. Mais je passe énormément de temps aussi à gérer la partie technique de la plateforme, les emails, les ressources humaines, le management des équipes. Enfin, il y a aussi tout l'arrière. Et donc depuis janvier, donc j'ai une associée qui gère en fait toute cette partie et qui a pour mission, elle, de structurer le business et de gérer les freelances et de gérer l'équipe et de mettre tout ça en place de façon à ce que moi je puisse rester vraiment sur ma zone de créativité et sur ma zone que je préfère, qui est les échanges avec ma communauté et de pouvoir être dédiée vraiment à créer du contenu et pouvoir échanger avec eux. Donc, il y a encore du boulot à faire là-dessus. J'ai encore pas mal de choses à déléguer. Donc, c'est ce qui est en train de se faire, on va dire, dans les 6 mois à venir. Ça va être principalement ça. Ensuite, continuer de faire suffisamment grossir le business en prêtant une attention très, très, très poussée sur le fait de garder ce qui fait l'essence, c'est-à-dire ce côté euh, individualisé et vrai, d'être vraiment dans Hmm. les échanges. Donc, c'est mon gros challenge du moment, hein, c'est de me dire, j'ai envie de développer parce que quand tu développes, tu aides plus de monde. Et donc, c'est ça ma mission aussi derrière. Mais je veux pas perdre ce lien, ce contact et enfin, je veux dire, cette relation incroyable que j'ai avec mes membres aussi. Et donc, j'y vais doucement, mais sûrement. Et je suis très attentive à ça. Donc, c'est mon gros objectif du moment. Et puis, tu vois, si on parle de l'objectif dans 3 ans, ce serait d'avoir un lieu dédié à ma méthode où je puisse du coup recevoir, accueillir vraiment comme si j'accueillais à la maison ma Yes. communauté et avoir ce lieu pour qu'ils puissent venir se ressourcer, se former, se régénérer dans mon univers. Donc créer un lieu qui me ressemble et où je puisse continuer de partager ça. Je trouve que l'outil en ligne aujourd'hui c'est la priorité parce que c'est ce qui permet aujourd'hui d'aider concrètement. Mais j'ai ce petit rêve derrière et alors chez moi quand je dis j'ai un rêve c'est clairement c'est un objectif puisque ils sont pas faits pour rester à l'état de rêve. Hein. Tous mes rêves je les réalise. Et donc du coup voilà j'ai ce rêve qui va se concrétiser et voilà j'y vais sûrement et on verra combien de temps ça prend et c'est l'idée. Hmm. Bravo, magnifique. Magnifique, Alexia, ce que tu as partagé. Très heureux. Et tu as dit un point pour moi qui est très important. C'est tout ce que tu fais, surtout tu l'axes en fait sur une chose, c'est sur l'humain, tu vois. Mm. L'humain. Et aujourd'hui, quand les gens veulent se lancer aussi ou quoi que ce soit, on a tendance à oublier ça. Alors oui, il faut gagner sa vie, il y a le chiffre d'affaires, il y a tout ce qu'on veut proposer, bien évidemment. Mais si on oublie l'essentiel, c'est-à-dire les êtres humains, on peut rien créer. Ouais. Et
Et ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas, tu vois. Tu peux l'avoir si vraiment ta mission, elle est viscérale, si tu as vraiment envie d'aider les gens. Mm. Et c'est ce que tu as partagé, donc bravo à toi. C'est vrai que t'as raison, la mission est hyper importante. La vision l'est également, parce que quand tu es un peu burn-out ou quand tu as la tête dans le guidon, des fois c'est difficile du coup de garder le sens. Et la vision, elle est là pour toujours redonner du sens, te rappeler le sens de ce que tu fais. Et je trouve que enfin, j'ai beaucoup travaillé sur la vision ces derniers mois. Là, je me fais coacher sur la partie business, clairement, depuis quelques mois, et ça m'aide énormément. Et ça permet justement de travailler sur cette vision, sur la structuration. Et ce que tu disais par rapport à l'argent, parce que c'est important aussi, mais c'est vrai que moi, ma directrice d'opération, ma CEO qui bosse avec moi depuis janvier, justement, qui a cet objectif de structuration, elle pète un câble parce que je n'ai pas de budget et je ne travaille, enfin, je ne suis pas mes chiffres et voilà, c'est vraiment, je vais pas dire c'est le cadet de mes soucis parce qu'à un moment, il faut que je mange. Donc, c'est important, tu vois, de se dire, OK, bah, il faut quand même des tarifs sur les programmes, il faut se positionner par rapport au marché, par rapport au temps que je passe. Et puis, encore à la limite, quand j'étais toute seule, c'était pas important. Maintenant que j'ai du monde derrière, j'ai 8 personnes, je peux pas me permettre à un moment de leur dire, bah, en fait, je me suis plantée sur les tarifs, il n'y a plus d'argent, donc je peux plus vous faire bosser. Donc j'ai quand même cette pression-là un petit peu de devoir me dire. Mais par contre, c'est vrai qu'elle essaye de me faire un budget, de me faire des prévisionnels et tout ça. Je n'arrive pas, quoi. C'est un point de friction où je suis là, genre, mais non, en fait, je peux pas te dire combien on va faire dans un an, ou etc. Genre, je peux te dire que je vais bosser comme une dingue et que je vais vraiment faire de mon Exactement. mieux Exactement. et je peux te dire tout ce sur quoi il faut qu'on s'améliore pour justement aider plus de personnes, avoir plus de personnes dans les programmes. Je peux te faire la liste de tous les points à améliorer. Mais par contre, de te dire notre objectif financièrement, c'est ça, c'est super dur pour moi parce que je suis pas alignée avec ça. Et bon, c'est cool, elle l'a compris, elle me fout la paix avec ça maintenant. Elle dit, OK, c'est bon, budget, je lâche l'affaire. Mais voilà, après, il y a un moment, je pense, comme tu dis, faut faire aussi pour les bonnes raisons et ça se ressent aussi. Et à un moment, ça me permet aussi d'être, tu vois, alignée avec les programmes quand les gens me disent, ah, c'est trop cher ou je peux pas et quoi. Bah, je suis là, genre, c'est le prix juste. Enfin, voilà, j'ai choisi ce prix-là, c'est ce prix-là. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est un gros travail que j'ai fait aussi par rapport au prix. C'est difficile quand on est entrepreneur et qu'on veut aider tout le monde de se positionner. Mais voilà, c'est encore un truc, un travail à faire. Et après, une fois qu'on est aligné avec ses prix, aligné avec tout ça, je trouve que Yes. ça déclenche l'abondance après, en fait. Parce que voilà, la partie financière, c'est réglé, c'est calé, on n'en parle plus. Et ça permet de se concentrer vraiment sur le cœur des programmes. Yes. Magnifique ce que tu as partagé, Alexia. Je te remercie beaucoup. C'était très, très riche. Vraiment, je sais pas à quelle heure il est ici. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Tu as donné beaucoup de choses. Ton histoire est très riche. Donc, tous les amis qui passent par là ou qui se connectent maintenant, on laissera le replay. Comme ça, ils pourront regarder ton histoire, tout ton parcours aussi en tant que sportif, en tant qu'entrepreneur. Vraiment, bravo, Alexia. Je tenais à te le redire encore une fois. C'est très inspirant. J'aime beaucoup ces profils comme toi, avec une belle énergie, des gens qui ont vraiment envie d'avancer. Et je pense que, au-delà de ce que l'on amène, c'est ce que le monde a besoin, de personnes comme ça qui s'autorisent à prendre des risques et à continuer d'avancer. Donc, merci à toi. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là. Tu as eu plein de très beaux commentaires aussi par rapport à tout ce que tu fais. Donc, merci à vous les amis. Puis Alexia, en tous les cas, je te dis à très vite, on reste en contact. Avec plaisir. Et Je passe à Lisbonne, Nathan fait signe. Et si je passe à Tenerife, je te contacte aussi. Et merci encore une fois pour ton invitation et pour tout ce que tu fais aussi, pour le partage de ces parcours d'entrepreneurs. Tu vois, j'ai très rarement l'occasion de pouvoir échanger sur ça. Et donc merci de m'avoir donné l'opportunité d'en dire un peu plus sur mon parcours et de tous les autres témoignages aussi que tu laisses sur ta page qui sont extrêmement inspirants. Donc, merci pour tout ce travail que tu fais aussi. Merci à toi, Alexia. C'était un plaisir. Dans tous les cas, on se rencontrera prochainement, que ce soit au Portugal, ici ou en France, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, les amis. Passez une belle journée. À très vite. Ciao, ciao, Alexia. À bientôt. Merci.